La vérité, c'est que je ne sais pas très bien quel jour ça s'est produit, mais c'est dans la dizaine de jours qui a suivi l'intervention de Nougier, qui était donc professeur de préhistoire à Toulouse, et de Romain Robert, qui, bien qu'ils aient demandé le secret, évidemment un secret ça s'ébruite forcément à un moment donné, et donc quelques journalistes ont été envoyés sur place, dont Jean Guichard, auquel son patron de presse a dit « Allez voir là-bas en Périgord, ça peut faire une petite chronique, ça sera toujours intéressant ». Et donc il est arrivé sur le terrain, s'est rendu compte qu'effectivement il y avait un site important, mais qu'il y avait beaucoup d'agitation, puisque la fameuse guerre des mammouths n'était pas officiellement déclarée, mais était en train de se mettre en place, de se déclarer. Et comme il était quand même assez attaché à tout ce qui était à base d'archives, il a commencé à fouiner dans les archives, et c'est comme ça qu'il a été le premier à identifier le fameux texte se trouvant dans le François de Belforêt, ce fameux ouvrage intitulé Cosmographie universelle et de tout le monde. Ça, c'est la version courte du titre, parce qu'après il y a tout un chapitre sur ce que contient l'ouvrage tel qu'on le faisait à l'époque. En tout cas, un ouvrage de 1575, et dans lequel est décrite, non pas la grotte de Rouffignac, puisqu'elle ne s'appelait pas Rouffignac à l'époque, et d'ailleurs elle ne s'appelait pas encore Rouffignac quand se produit la guerre des mammouths, c'était la grotte de Miremont, puisqu'elle était sur le domaine du marquis de Miremont, et c'est donc lui qui a trouvé ce texte concernant la grotte de Miremont, dans laquelle on décrit la grotte avec pas mal de précisions pour l'époque, et surtout dans laquelle on dit qu'il y a des traces de bestes grandes et petites, et des autels, et des peintures d'animaux mythiques qu'on doit aux païens qui viennent dans la grotte pour offrir des sacrifices à Vénus et aux dieux de l'enfer. Donc c'est lui qui a été le premier à repérer ce texte, attestant du fait que ces figures avaient bien été vues très tôt, dès le XVIe siècle, avant qu'on ait conscience de l'existence d'une préhistoire, justement. Et je crois que Jean Guichard avait compris ce que François de Belforêt avait un peu senti. Lui, il n'avait pas compris, on ne savait pas qu'il y avait une préhistoire au XVIe siècle. Mais Belforêt s'est dit, c'est quand même bizarre, il y a des peintures d'animaux mythiques. Il faut préciser que Belforêt n'a jamais vu la grotte. Il tenait ses renseignements d'un fermier local, enfin du régisseur de la propriété, qui lui avait décrit la grotte. Mais il se... On ne les voit pas, je coupe ici, c'est pour te dire. Il se dit, c'est quand même curieux, ce truc-là, c'est pas catholique, parce qu'au XVIe siècle, tout ce qui n'était pas catholique était païen. C'est pas catholique, mais des bestes mystérieuses, on ne sait pas ce que c'est, mais on va prendre date. Et finalement, Belforêt, il met ça dans son texte, en ignorant tout, mais en se disant, bon, ça peut être intéressant, donc il prend date. Et je crois que ce qu'a compris Jean Guichard, c'est ça. C'est que Belforêt, il n'avait pas vu les figures préhistoriques, ou ne les avait pas vues en tant que figures préhistoriques, mais qu'il avait senti que peut-être ce n'était pas quelque chose d'ordinaire, et que ça valait toujours la peine de prendre date. Et donc de ce point de vue-là, il a parfaitement été le premier à démontrer ce que beaucoup niaient, et souvent parce que ça les arrangeait. Je ne suis pas convaincu qu'ils étaient eux-mêmes très convaincus de ce qu'ils niaient, mais qu'elle n'avait pas été faite pendant la guerre par les résistants, mais que c'était bien des œuvres qui étaient assurément beaucoup plus anciennes. Et ça, c'est vraiment lui qui a été le premier. Et autant que je puisse savoir, ça a été son action immédiate, et puis ça a été aussi peut-être en même temps l'élément déclencheur qui a fait qu'il est devenu préhistorien quand même. C'est quand même là que sa vie a basculé et qu'il est devenu préhistorien, étudiant de François Borde, étant bordelais, logiquement c'était à Bordeaux que ça allait se passer, c'est quand même là qu'est née sa vocation. Oui, je crois bien. Je crois que là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et lui-même, d'ailleurs, lui-même l'a toujours dit. Hein, il a toujours dit. Et c'est peut-être ce qui a fait que mes parents, surtout, plus que moi, enfin, encore qu'à la fin de sa vie, alors que j'étais devenu un grand garçon, on s'est quand même rencontrés à diverses occasions, il a toujours dit, s'il n'y avait pas sur Rouffignac, je n'aurais sûrement jamais été préhistorien. Ça, il l'a toujours affirmé très, très, très clairement. Et il s'y est tenu. Il s'y est tenu parce que
parce qu'on peut pas, même si on sait qu'il a eu une action locale aux Zézis, c'était quand même secondaire. Son truc, si je puis dire, c'était quand même la préhistoire, sans aucun doute. Et avec quelque chose qui s'est perdu depuis, c'est-à-dire qu'il était préhistorien. De nos jours, il n'y a plus de préhistoriens, ou presque plus de préhistoriens. Il y a des gens qui sont spécialistes d'un domaine particulier. Alors c'est l'os, c'est le silex, c'est l'art mobilier et on ignore tout de l'art des parois, ou c'est l'art des parois et on connaît mal l'art mobilier. Lui, il était préhistorien, c'est-à-dire avec une vision beaucoup plus généraliste de la préhistoire, avec toutes ses facettes, avec tous ses aspects. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quand même parmi les derniers, probablement, parce que c'était le cas de Nougier, c'était le cas de Leroi-Gourhan d'ailleurs, ça avait été le cas de Breuil, évidemment, longtemps avant, mais c'est vrai que de nos jours, on n'a plus vraiment de préhistoriens. On a des gens qui sont des spécialistes, mais qui ont beaucoup moins une vision généraliste de la préhistoire, ou qui sont paléontologues ou autres, peu importe. Ouais, ouais. Ok. Et pour terminer, en quelques mots, après, donc, il y a eu un certain nombre de visites, dont la fameuse visite à Graciosi. Ah oui, alors là, il y a quand même eu ce moment que je n'ai pas vécu personnellement, parce que j'étais très, très gamin, très petit. Je n'étais plus tout à fait en barboteuse, mais presque. Non, il y a eu cette première visite de ta mère qui a été tellement, comment il faut dire, pas impressionnée ni émue, mais imprégnée finalement, et qui s'est mise pieds nus dans l'argile. Alors c'était à une époque où entre les 200 ou 300 premiers mètres de Rouffignac, enfin entre le 100e et le 300e mètre dans l'entrée de Rouffignac, c'était assez... c'était plus que de l'argile, c'était de la bouillasse. On laissait les chaussures, hein, c'était très gluant. Et donc Geneviève s'est mise pieds nus et pataugée dans cette argile en disant que là, elle foulait le sol qu'avaient foulé les préhistoriques. C'était un moment d'émotion extrême, donc elle est sortie avec les orteils complètement enduits d'argile rouge. Elle était complètement, pas en transe, mais presque finalement. Ça, c'est la première visite de ta grand-mère. Et donc c'est en 56 aussi, c'est dans l'été 56. Ah, c'est dans l'été 56, oui. Ah, oui. Donc c'était très tôt. Si elle marchait dans la bouillasse, c'est que c'était pas aménagé. Alors comme dans la famille, un peu à cause de tes grands-parents finalement, hein, on est quand même tous préhistoriens. Mon fils est docteur en préhistoire, ma belle-fille est docteur en préhistoire. Moi j'ai fait un peu des études de préhistoire et de géologie du quaternaire. Le chien que tu vois arriver là et qui est le mien, il a une couleur un peu marron, un peu claire. Alors il s'appelle l'œus. Ah, comme les l'œus. Voilà. Comme les l'œus, justement. Donc tu vois, on est un peu imprégnés nous aussi. Hein. On se met pas pieds nus dans les grosses, parce que j'ai horreur de marcher pieds nus, mais on est un peu imprégnés quand même aussi. Et au niveau de la presse à l'époque, parce qu'il avait fait quelques papiers, que j'ai d'ailleurs, enfin j'en ai au moins 3 dans la France. Mais je ne sais pas s'il en a fait sûr. beaucoup. J'avoue ne pas connaître le dossier de presse parce que je ne le consulte pas quotidiennement. Marie-Odile le sait sans doute mieux que moi, parce que c'est plutôt elle qui gère ce genre d'archives. Mais enfin, oui, il a quand même fait un certain nombre d'articles. Oui. Il y a quand même eu ces conditions favorables et qui ont été, il y en a que ça fait rire quand je dis ça, et pourtant j'en suis absolument convaincu, une découverte qui a eu lieu au bon moment. C'est-à-dire au mois de juin. Il ne faut jamais découvrir une grotte préhistorique au mois de juin, parce qu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, il n'y a plus de Sénat, la vie s'arrête, et donc la presse a des pages vides. Donc on aime bien remplir, ça permet de boucher les trous, et je suis bien convaincu que la guerre des mammouths a en partie eu lieu parce qu'il y avait des espaces vides et qu'on cherchait à garnir et qu'on a fait des papiers, qu'on n'aurait peut-être pas fait si ça avait été pendant des grandes grèves ou pendant des grandes activités politiques ou économiques. Ça a dû participer à ce qu'a été la guerre des mammouths, je pense. Ouais. Bon, t'as rien de particulier à ajouter sur le caractère de mon père ou de ma mère, et puis après on arrête. Ah ben je sais pas, il y a tellement de... C'était des caractères. Enfin, ta mère surtout était un caractère tout à fait particulier. Mais finalement c'était à base de petites anecdotes et surtout sur le
l'aura dont elle a bénéficié très souvent, parce que, outre qu'elle était préhistorienne et alors très vive, c'était pas quelqu'un de calme, Geneviève, c'était une pédagogue hors ligne. Et donc elle a certainement pratiqué bien avant nous, et bien avant qu'on ne les pratique, parce qu'on les pratique beaucoup aujourd'hui, des visites pour les scolaires en particulier. Les gens venaient de la France entière, on ne faisait pas un voyage en Périgord. Pour ce qui est des scolaires, il y en avait moins que de nos jours, des visites des groupes scolaires, sans aller assister à une visite de logerie haute présentée par Geneviève Guichard, qui faisait ça de façon très vivante.